Après 8 semaines d'audience, donc Gisèle Pelicot a de nouveau pris la parole ce matin pour la deuxième fois depuis le début de ce procès, début septembre. L'ex-épouse de Dominique Pelicot a exprimé son sentiment, son émotion aussi après les récits, parfois extrêmement difficiles à entendre, des co-accusés, ces 50 hommes jugés pour l'avoir violée ou agressée sexuellement. Avec moi pour commenter cette séquence, maître Nathalie Tomasini. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate spécialiste des violences intrafamiliales, sexistes et sexuelles. On va retrouver dans quelques instants Marie Schuster, qui est notre envoyée spéciale au tribunal du Vaucluse, justement pour rendre compte de ce qui s'est dit ce matin dans cette cour et aussi sûrement de l'ambiance très lourde. Beaucoup d'émotions, on imagine. D'abord, un mot après ceux prononcés par Gisèle Pelicot. Je vais les répéter de nouveau. Je suis une femme totalement détruite, a-t-elle déclaré. Je ne sais pas comment je vais me reconstruire, me relever de tout ça. Elle précise avoir voulu lever le huis clos de ce procès pour servir d'exemple aux autres femmes que l'on sait très nombreuses et qui n'osent pas franchir ce pas. Totalement détruite, on le sera moins. Je rappelle que cette femme a été victime de centaines de viols en 10 ans. C'est une femme qui est à la fois détruite physiquement, dans sa chair, et également psychologiquement. Après, quel courage! Une femme qui force le respect, ça tout le monde est d'accord pour le dire. Quel courage, mais quel courage et quelle force physique et mentale. Pourquoi je dis ça? Parce que pour avoir assisté des victimes de viols dans tout le cours de ma carrière, on sait qu'une victime de viol, un procès, c'est 3 jours. 3 jours. Là, on a 4 mois de procès. Jusqu'au 20 décembre prochain. Exactement. Et lorsque je reçois mes clientes pour la première fois pour leur parler de ce procès qui va durer 3 jours, je leur dis ça va être une épreuve physique et psychologique énorme. Et là, c'est une épreuve qui est démultipliée pour Gisèle Pelicot. Et elle est debout, elle est là, elle parle juste et elle parle pour toutes les autres victimes de violences sexistes et sexuelles. Et c'est ça aussi, à mon sens, qui lui donne cette énergie et qui la fait tenir jusqu'au bout. Parce que c'est d'une violence inouïe, un procès d'assises. Vous avez des questions qui sont posées par les avocats de la défense qui vous traitent comme une accusée, qui mettent en doute votre parole, qui vous agressent en permanence. Les avocats des accusés, mais également les magistrats, parce qu'ils sont là pour faire émerger la vérité. Et ils ne ménagent pas non plus les victimes. C'est ça qu'il faut savoir. Donc moi, je suis ébahie par cette femme, cette force mentale qu'elle a de se tenir là tous les jours. Physiquement, c'est très éprouvant. Elle a d'ailleurs dû se reposer lundi. Il faut rappeler qu'elle est présente tous les jours, quotidiennement aux audiences. Elle y assiste en silence. Elle avait déjà pris la parole une fois, et la dernière fois, Gisèle Pelicot, c'était après une première semaine d'audience, elle avait dénoncé le traitement qu'on lui infligeait depuis le début de ce procès. Je me sens humiliée, avait-elle dit. Absolument. Les questions sont toujours humiliantes. Et puis le fait qu'on revoit les scènes de viol en vidéo, ça fait réminiscence et revivance finalement de tous les moments traumatiques qu'elle a pu connaître. Et en même temps, c'est quelque chose que ses avocats et elle demandaient, cette séquence de la diffusion des vidéos et des images pour que le monde, les journalistes et le public qui assistent aux audiences se rendent compte de quoi l'on parle finalement. Oui, elle l'a accepté, mais il n'en demeure pas moins que le trauma qu'elle a est ravivé à chaque visionnage de ces séquences-là. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est d'une violence absolument inouïe, indépendamment des questions des avocats de la défense. Il y a aussi ces images qui sont effectivement extrêmement humiliantes, puisqu'elle a sa vie privée, intime, qui éclate au grand jour, en plus avec des images qui sont d'une violence inouïe. Ces avocats expliquent qu'ils ont dû se battre pour faire accepter la diffusion de ces images et que ça n'aurait pas dû être le cas normalement. Après, je crois que le président et les assesseurs en ont délibéré. Et qu'ils trouvaient les images choquantes, indécentes, et à un temps refusé la diffusion de ces images qui avaient fait débat d'ailleurs. Tout à fait, mais Gisèle Pelicot elle-même avait souhaité qu'il n'y ait pas de huis clos.
Donc, bien sûr, on peut avoir un huis clos partiel, mais finalement, la Cour criminelle a décidé de lever le voile également sur ces images, même choquantes. On a entendu beaucoup de choses pendant ces 8 semaines. Ça, ce sont les avocats de Gisèle Pelicot qui parlaient pour elle, parfois qui l'ont heurtée, qui l'ont blessée, qui l'ont révoltée aussi. On va peut-être revoir en quelques minutes le résumé de ces 8 semaines d'audience et donc forcément ces nombreux témoignages qui se sont succédés à la barre. Regardez. À chacune de ses arrivées, elle est applaudie au beau milieu du tribunal. Gisèle Pelicot, devenue le symbole des violences faites aux femmes. Ça vous touche, ces applaudissements quotidiens? Bien sûr. Ça vous aide aussi dans cette épreuve? Beaucoup. Chaque jour et depuis cette semaine, la foule se presse pour assister à l'audience, se confronter à l'horreur des faits. Quand on regarde sur nos écrans, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas réel et ça prend vraiment une autre dimension. Et ça, oui, ça fait peur quand même. Ça fait peur et elle a un courage incroyable. Gisèle Pelicot, droguée à son insu par son mari et violée dans son sommeil par des inconnus contactés sur Internet, a refusé le huis clos pour livrer son combat. Elle a déjà dû supporter la projection publique éprouvante des vidéos de ses viols. Elle souhaite sensibiliser aussi largement que possible à ce qui lui est arrivé et que la honte change de camp. Sur les 50 co-accusés, certains se présentent comme des victimes. D'autres expriment des remords à la barre. Âgés de 26 à 73 ans, ils sont infirmiers, pompiers ou encore retraités. La plupart cagoulés quand ils arrivent au tribunal. Voilà, la plupart de ces co-accusés se sont réfugiés derrière la même défense. On ne savait pas, on n'avait pas conscience, il ne s'agit pas de viol. Oui, alors si vous voulez mon point de vue d'avocate, j'estime que cette défense, elle est indécente. Elle est indécente à plus d'un titre. Si j'ai l'habitude d'avoir en face de moi des agresseurs sexuels qui sont dans le déni, là on est allé au-delà. Si j'ose dire, parce que vous avez des co-accusés, puisqu'on les a entendus, là, les 6 derniers depuis lundi, il y en a même un d'entre eux qui a déclaré que ce n'était pas lui, c'était un sosie. Donc, si vous voulez, sur même l'élément matériel qui est filmé, on a du déni. Ensuite, on a du déni parce qu'il nie l'intention criminelle. C'est-à-dire, je ne voulais pas la violer puisque je ne savais pas qu'elle était inconsciente. Je me suis fiée au mari qui lui disait que c'était un jeu libertin et j'ai adhéré finalement à ce qui m'était dit. Et puis surtout, moi, ce qui me choque, c'est qu'ils tentent de minimiser leur responsabilité en évoquant le caractère manipulateur de Dominique Pelicot, qui serait une forme de gourou, un coach, et qu'il serait sous emprise de Dominique Pelicot. Et là, c'est très choquant, parce que la notion d'emprise, c'est avec cette notion qu'on explique l'état des victimes, des vraies victimes. Et donc, il y a une inversion des rôles. Ils se victimisent et ils s'emparent comme d'un bouclier de cette notion d'emprise alors qu'ils n'ont jamais été sous emprise. Parce que cette notion d'emprise, on l'a définie. Il y a un contrôle coercitif sur tous les plans de vie de la victime. On la coupe de son milieu social, on la coupe de son milieu relationnel, amical et familial. Et ensuite, il y a des symptômes. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés d'endormissement, elle ne s'alimente plus, elle perd une estime d'elle-même. Mais qui sont-ils aujourd'hui pour venir brandir cette notion d'emprise? Sauf que cette défense, cet argumentaire a été aidé, appuyé par le témoignage de l'expert psychiatrique qui a fait débat là aussi, François Amis, qui a été appelé à la barre encore en début de semaine ce lundi, et qui décrit des co-accusés comme manipulables, des proies, des hommes majoritairement isolés, peu outillés intellectuellement, qui sont des phares récurrents des interrogatoires des accusés. Ça aide la défense. Oui, non? mais alors, je vais vous dire, on a un vrai problème, notamment en France, s'agissant des psychiatres et de leur connaissance de ce qu'est la notion d'emprise.
généralement, ce sont davantage les psychologues qui cernent bien, et les experts psychologues qui cernent bien cette notion d'emprise. J'ai entendu aussi que cet expert psychiatre, lorsqu'il a été entendu et questionné par les avocats de la défense, a évoqué potentiellement l'absence de libre arbitre des co-accusés. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Quand on parle d'absence de libre arbitre, on atteint presque la définition de l'altération du discernement et donc de l'irresponsabilité pénale des co-accusés. Mais où va-t-on? Où va-t-on dans le dévoiement des notions? Alors bien évidemment, les avocats de la défense s'emparent de cette savoure ces conclusions, forcément. Bien évidemment, mais ça ne tient pas la route. Pas du tout. Pour tous les avocats qui connaissent la notion d'emprise, sa définition, et la notion d'absence de libre arbitre, c'est un non-sens pour moi. Quoi qu'il en soit, être manipulé n'exonère pas de responsabilité. Mais écoutez, on a des hommes au demeurant qui sont majeurs et vaccinés, qui s'expriment avec une certaine, manipulation aussi dans leurs propres mots, qui savent très bien ce qu'ils font, qui savent très bien ce qu'ils faisaient à l'époque. Et puis je crois que le site de recrutement était très très clair, puisqu'il proposait d'avoir des relations avec une femme à son insu, et c'est clairement la définition de ce qu'on appelle un viol. On va aller retrouver tout de suite Marie Schuster, qui est notre envoyée spéciale au tribunal du Vaucluse. Marie, vous êtes avec nous. On citait en début de demi-heure les mots prononcés qui étaient forcément très attendus de Gisèle Pelicot. On imagine l'ambiance très pesante, très forte. Il y avait beaucoup d'attentes au sein de la presse internationale, notamment présente en nombre pour suivre ce procès. On imagine aussi l'émotion pendant qu'elle s'est exprimée tout à l'heure. Oui, effectivement, énormément de monde. On a même eu du mal à trouver une place au sein de la salle de retransmission pour pouvoir écouter Gisèle Pelicot qui passait aujourd'hui à la barre. Gisèle Pelicot qui est sortie il y a à peine quelques minutes de la salle d'audience sous les applaudissements du public. Gisèle Pelicot qui était évidemment extrêmement attendue au terme de ces 8 premières semaines de débat dans ce procès attendu, car elle a patiemment, durant 8 semaines, écouté les accusés sur le banc. Elle a patiemment écouté leur défense. Elle est notamment revenue sur la déposition de l'un d'entre eux la semaine dernière qui, pour se défendre, expliquait, je cite, « Si j'avais voulu violer, j'en aurais choisi une plus belle ». Gisèle Pelicot qui, depuis ces 8 semaines, a expliqué s'être ressentie blessée. On m'a dit que j'étais complice, que je faisais semblant, on m'a même accusé de boire. C'est d'une violence, a-t-elle déclaré. Aux femmes également venues défendre les hommes placés sur le banc des accusés. Elle s'est adressée, elle explique qu'elle aussi, durant des années, elle s'est fait flouer par son ex-mari, Dominique Pelicot, qu'elle croyait depuis 50 ans très bienveillant, qui l'accompagnait à chaque rendez-vous médical ces 10 dernières années, qui lui faisait très souvent les repas, qui lui préparait très souvent les repas. Elle a même raconté qu'il lui apportait une coupe de glace au lit lorsque celui-ci décidait de regarder les matchs de foot à la télévision. S'adressant directement à lui, elle lâche donc « Je ne comprends pas pourquoi ce monsieur qui était vu, qui était un homme parfait, en est arrivé là. Je ne comprends pas comment tu as pu me trahir à ce point. » Elle ponctue aujourd'hui être une femme détruite. « Je ne sais pas comment je vais me reconstruire », a-t-elle déclaré. « Je ne sais pas si à 70 ans, ma vie suffira pour comprendre. » Merci beaucoup Marie Schuster en direct de la Cour. Peut-être une réaction après ce témoignage. Je me mets à la place de Gisèle Pelicot, même si c'est très difficile bien sûr de le faire, mais je me mets aussi à la place de toutes les victimes de viol conjugal. Effectivement, la question qui revient, c'est pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi m'a-t-il fait ça ? Il faut savoir qu'à l'origine, quand elle est convoquée par la police, elle défend son mari aimant. C'est ça qui est complètement surréaliste, jusqu'à ce que les policiers lui montrent les images et les preuves de ces scènes de
de viol. Parce que déjà, au départ, c'est un petit peu comme les femmes qui découvrent aussi les abus sexuels sur leurs enfants de par le père. C'est une protection, c'est-à-dire qu'elles peuvent pas y croire. C'est pas possible. Donc elles vont avoir un temps où elles vont être dans le déni, parce que il y a un effondrement psychique après cette découverte. On ne tient plus debout. La vie n'a plus de sens. Heureusement que là, donc Gisèle Pellicot, elle a ses enfants qui sont très sa fille notamment, hein, qu'on voit beaucoup à ses côtés. Il y a des doutes sur sa fille aussi, sur ce que son père a pu lui faire subir. Absolument, également. Mais elle est soutenue affectivement par ses enfants. Elle est soutenue aussi, c'est pas négligeable, par l'énergie de toutes ces femmes qui sont là tous les jours au procès. Elle est soutenue, je pense, par la société civile dans son ensemble. Vous savez, ce procès, ça me fait irrésistiblement penser au procès de Jacqueline Sauvage. Que vous avez défendu, j'allais venir. En 2016, c'était 2016, vous vous rendez compte ? Cette femme qui avait été condamnée à 10 ans de réclusion pour avoir abattu son mari après avoir subi des violences sexuelles. 47 ans de violences conjugales et ses filles des violences sexuelles. Donc, je dirais que aujourd'hui, Gisèle Pellicot, c'est l'icône des victimes de violences sexistes et sexuelles, comme on s'entend Jacqueline Sauvage l'était pour les violences conjugales. Donc, on a cette même portée sociétale de ces deux procès-là qui vont faire bouger les lignes, non seulement, je l'espère, au niveau des mentalités, c'est-à-dire qu'il faut que la société prenne conscience de cette violence masculine qui est systémique pour moi et qui nécessite une éducation dès l'origine des petits garçons et des petites filles sur leur rôle respectif dans les rapports hommes-femmes. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Qu'est-ce qu'il faut demander à faire ? S'il y a du consentement, s'il n'y en a pas. La notion du consentement, évidemment, très importante. Du viol, de ce qu'est un viol. Bien sûr. Alors, il y a déjà en amont prévenir par l'éducation. Ensuite, changer la société et faire bouger les lignes en modifiant la définition du viol telle qu'elle existe actuellement et qui pour moi est finalement trop sommaire et archaïque. Vous avez essayé de faire changer, bouger les lignes. J'avais essayé à ça n'a pas réussi. Non, parce que à l'époque, faire changer la définition de la légitime défense en expliquant que cette légitime défense avec les critères de concomitance et de proportionnalité était inapplicable, notamment aux femmes victimes de violences conjugales pendant des années, ça a été très compliqué parce que vous avez des lobbies, vous avez politiquement des réticences à faire changer cette loi. Cela étant, j'y travaille encore. Avec certains députés et sénateurs. Et vous sentez que les choses ont changé depuis l'affaire que vous aviez portée, l'affaire Jacqueline Sauvage ? Oui, les choses ont quand même changé, puisque pour moi, Jacqueline Sauvage, c'était la première marche qui a permis au mouvement MeToo, finalement, d'arriver. D'émerger. Et d'émerger. Donc oui, il y a des choses qui ont changé, mais à petits pas. Mais on reste encore dans cette société, dans la culture du viol. On est toujours là-dedans. Et pour que ça change, il faut modifier la définition du viol avec cette notion d'absence de consentement volontaire, libre et éclairé de la victime. Et également, il va falloir que, au niveau médical, parce que le procès Pellicot, c'est aussi le procès de la soumission chimique et du viol sous soumission chimique. Et de l'incapacité du système médical à détecter cette soumission chimique, parce qu'elle avait vu à plusieurs reprises des médecins pour des étourdissements, pour des plaies aussi, notamment vaginales. Elle avait consulté à plusieurs reprises et c'est le gros trou dans la raquette, on n'avait rien vu. Voilà, il n'y a pas eu d'alerte, quel qu'il soit. Après, il faut des analyses précises pour relever des traces justement de ces substances anxiolytiques, Temesta, etc. Et ce n'est pas en faisant des prises de sang classiques qu'on pouvait le déceler. Mais
c'est vrai que les médecins n'ont pas été alertés parce que finalement, c'était une femme qui avait une vie conjugale extrêmement classique, qui aimait son mari, qui n'avait pas de problème de violence conjugale a priori. Mais je crois qu'il faut être beaucoup plus vigilant et j'allais dire que ça donne quand même froid dans le dos de penser que la France, qui est le premier consommateur d'anxiolytiques, un des premiers pays consommateurs... Ça veut dire que tout le monde en a chez lui quasiment ? Voilà, et évidemment, vous voyez où je veux en venir. N'y a-t-il pas d'autres monsieur Pellicot dans certains foyers français ? Et ça, c'est évidemment une question qui s'est posée à beaucoup de femmes depuis que cette affaire a été rendue publique, portée notamment par des élus françaises. On pense à cette députée qui avait réussi à s'échapper in extremis. Jamais qu'on regarde des images, peut-être, on parlait tout à l'heure du symbole de la personne que vous défendiez à l'époque, Jacqueline, et aussi de ce symbole que représente Gisèle Pellicot, une icône même pour certaines femmes. Il y a eu une marche d'organiser dans plusieurs villes de France le week-end dernier, des dizaines de manifestations qui ont eu lieu devant les palais de justice pour dénoncer la culture du viol, pour les milieux féministes qui réclament justice pour 94 000 victimes de viol ou agressions sexuelles quand même chaque année en France. Gisèle Pellicot, elle est devenue une icône, une héroïne dont le portrait s'affiche désormais sur les murs de notre pays. Regardez. Lunettes de soleil rondes, coupe carrée et cape bleue. Le portrait grandeur nature de Gisèle Pellicot collé sur les murs de Lille. C'est un peu cette sensation-là, c'est de pouvoir se dire qu'elle habite notre ville et d'aller les coller dans d'autres endroits pour qu'on ait la sensation que en fait, toutes ces femmes-là, comme on est 1 sur 3 à avoir subi des violences, elles font partie de notre environnement. À l'origine de ces collages dessinés au crayon, l'artiste lilloise La Dame qui colle. L'objectif, représenter des femmes aux vies ordinaires mais marquées par la violence. C'est une réappropriation de l'espace public par les femmes victimes de violences qui elles-mêmes défendent les autres femmes qui pourraient être victimes de violences. Elles sont un peu comme des témoins aussi. C'est un peu le but, c'est d'éloigner aussi les violences. Devenue une icône dans la lutte contre les violences faites aux femmes, la silhouette de la victime des viols de Mazan est présente dans d'autres villes de France, comme ici à Lyon ou à Gentilly. C'est bien qu'on mette son portrait, que les gens connaissent son visage, parce qu'elle a eu le courage que son procès ne soit pas fait à huis clos. À Avignon, où se déroule le procès des violeurs présumés de Gisèle Pellicot, d'autres collages sur les murs. Une manière de créer le débat dans l'espace public sur la notion de consentement. Absolument. Voilà, ces portraits qui s'érigent dans les rues de Lille, de France aussi. Ça, c'est le signe que les lignes sont peut-être en train de bouger. Oui, absolument. C'est de toute façon, toute la société française, et pas que française d'ailleurs, puisque c'est un procès qui a un retentissement La presse internationale est présente pour suivre ce procès. Complètement. Et je dirais que c'est ce parcours christique, parce que c'est totalement hors norme. Des centaines de viols, un procès où on lève le huis clos. Et puis, à la différence de Jacqueline Sauvage, il y a une compassion qui est globale et il n'y a aucune hésitation parce que Gisèle Pellicot, elle est partie civile, elle est victime de son procès. Jacqueline Sauvage, je le rappelle, même si nous l'avons considérée comme une victime, était accusée. Elle avait tué un homme. Donc, certains ont pu évoquer le fait que c'était tout de même une criminelle. Vous défendiez une criminelle à l'époque ? De la même manière que l'avocate de Dominique Pellicot, enfin pas de la même manière, mais c'est aussi quelque chose qu'on reproche à l'avocate de Dominique Pellicot aujourd'hui, de défendre un criminel. Oui, bien sûr, mais pour moi, elle était en état de légitime défense. Donc on ne peut pas dire qu'un individu, quel qu'il soit, est un criminel à partir du moment où il agit dans un état de légitime défense, ce qui était notre stratégie de défense. Mais ce que je veux dire, c'est que la société civile, même s'il y a eu aussi un engouement pour modifier cette définition de la légitime défense et pour Jacqueline Sauvage, il y avait certaines réticences parce qu'elle avait tué un homme. En revanche, pour Gisèle Pellicot, c'est la pure victime. C'est toute la différence. Victime qui garde la tête haute et qui la gardera sûrement jusqu'à la fin de ce procès. Elle est magnifique. Pour moi, elle est belle. Elle est vraiment incroyable.
Voilà, on suivra évidemment avec beaucoup d'attention le verdict et l'issue de ce procès autour de la fin décembre, de la fin de cette année. Merci beaucoup d'avoir été notre invité du jour, maître Nathalie Tomassini. Merci d'avoir été avec nous. Restez à nos côtés. Paris Direct se poursuit avec, dans quelques instants, votre club France 24. On va vous parler budget de 49.3 avec Roselyne Fèvre. Il en était question, semble-t-il, ce matin en Conseil des ministres. À tout de suite. France 24 et Slate.fr